La puce déclic, le balado de la puce ressources informatiques qui fait clic. Avec nos invités, nous déclenchons des discussions passionnantes sur la littératie et la transformation numérique dans le milieu communautaire et dans notre société. Préparez-vous à avoir le déclic. Bonjour et bienvenue au balado La puce déclic, le balado de la puce ressources informatiques. Aujourd'hui, nous avons un nouvel épisode pour vous qui va vous permettre de remonter dans le temps avec nos invités. Nous avons le plaisir de recevoir Francine Pelletier et Louise Saint-Jacques, qui sont deux femmes qui ont impacté le milieu communautaire au niveau de tout ce qui est technologique, au niveau des 40 dernières années. Donc, je commencerai par une petite présentation de chacune pour vous permettre un petit peu de mieux les connaître. Donc, Francine Pelletier a été engagée dans le milieu communautaire pendant près de 40 ans. C'est une femme polyvalente aux multiples talents. Elle a travaillé comme formatrice, coordonnatrice, directrice générale, recherchiste, rédactrice, agente de développement, consultante en gestion financière et en formation. Elle a œuvré en alphabétisation populaire, en éducation des adultes, en informatique, en technologie de l'information et de la communication, en économie sociale, en développement économique communautaire, animation de milieux, itinérance. Comme vous le voyez, c'est une femme aux multiples talents et élément marquant, de 1995 à 2002, elle a fondé et dirigé Communautique, dont la mission consistait à mettre des technologies de l'information et de la communication au service du milieu communautaire et à permettre l'inclusion numérique des citoyennes et des citoyens potentiellement exclus, et ce, dans une perspective d'élargissement de la vie démocratique et de la citoyenneté. Aujourd'hui, Francine est toujours impliquée, notamment au niveau de la FTQ, au niveau de la formation, et elle continue d'avoir un impact. Donc, on est vraiment très heureux de pouvoir l'avoir avec nous. Merci. Et on a également Louise Saint-Jacques qui est avec nous. Elle a essentiellement œuvré dans les milieux progressistes et communautaires. C'est une femme engagée. Elle a contribué à la mise sur pied et au développement de plusieurs initiatives, dont la première garderie populaire à Montréal, le premier restaurant discothèque autogéré, le premier organisme communautaire en appropriation sociale des technologies et le milieu en technologie de l'information et des communications au service du milieu communautaire. Elle a expérimenté plusieurs modes de gestion, dont la direction générale, la cogestion et l'autogestion. Des événements marquants aussi, De 1988 à 2017, elle a dirigé la puce communautaire, dont la mission visait l'appropriation sociale des nouvelles technologies de l'information et de la communication au service du milieu communautaire. Et de 1984 à 2017, elle a cofondé et dirigé la coopérative des travailleurs et travailleuses de la puce ressources informatiques qui œuvrait en fait en informatique de gestion en accompagnant les milieux communautaires. Et puis aujourd'hui, elle continue aussi d'impacter en étant présidente du Centre Saint-Pierre et également en étant mentor au niveau du réseau Mentorat. Donc vraiment, merci beaucoup à Francine, merci beaucoup à Louise d'être avec nous. Et dans cet épisode, on va toucher vraiment les 40 dernières années, un petit peu l'impact que les technologies ont eu au niveau du milieu communautaire. Et comme on l'a vu avec tout leur bagage, toute leur expérience, ce sont des femmes qui sont bien placées pour pouvoir nous partager un petit peu ce qui s'est passé les 40 dernières années. Alors, Francine, les années 1980, il y a pas mal de bouleversements, que ce soit dans le monde, au Québec, au niveau informatique, au niveau communautaire. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous resituer? Les années 80, c'est un immense bouillonnement. D'abord, il faut dire, il y a des parallèles qu'on peut tirer avec ce qui se passe aujourd'hui. En 1982, il y a une immense crise économique avec une inflation absolument accélérée et en même temps, on assiste à des taux d'intérêt très élevés et une restructuration complète du marché de l'emploi, donc avec des taux de chômage
qui avoisine les 20 %. Donc, on est dans une situation absolument incroyable. On sort, moi, je suis dans la vingtaine, je sors de l'école, on n'a pas d'emploi, on n'a pas de travail, mais on est préoccupé par les questions sociales. Donc, il se crée à ce moment-là une foule d'organismes communautaires parce qu'on apporte des solutions aux besoins du milieu. On travaille avec les gens dans les quartiers et se crée des centres de femmes, des centres d'hébergement pour femmes victimes de violences, des groupes moi, j'ai travaillé en alphabétisation à ce moment-là. On crée des groupes d'alphabétisation dans les différents quartiers, dans les quartiers où il y a une désindustrialisation aussi. Le chômage vient pas de nulle part. Donc, dans les quartiers populaires, on s'investit. Il y a des maisons de jeunes qui naissent comme ça. Fait que c'est des centaines. C'est vraiment la 3e génération de ce qu'on appelle les groupes communautaires, de création de groupes communautaires. Mais c'est vraiment le foisonnement dans tous les secteurs de la vie se créent des groupes. En même temps, en parallèle, on assiste à l'émergence de la micro-informatique. En 83, en 81, les PC font leur apparition, les Personal Computers. Donc, en 83, ça a un tel effet, tel impact social qu'en 83, la revue Time Magazine met le PC comme machine de l'année. C'est pas une personne qui va faire la première page cette année-là, c'est un PC. C'est en 84, comme le roman de George Orwell, là, 1984, au Super Bowl, il y a une publicité faite par Ridley Scott qui vraiment simule le monde de 1984 avec Big Brother et quelqu'un qui vient une femme vient briser l'écran et c'est le lancement du Mac, du premier Mac avec interface graphique et une souris. Alors, à partir de ce moment-là, c'est vraiment l'engouement. En quelques années, on passe de 200 000 PC vendus aux États-Unis à 10 millions. Donc, c'est vraiment une escalade. Fait que c'est dans ce contexte-là que la puce va naître avec... Fait que je vais laisser Louise nous raconter cette histoire-là. Mais peut-être juste dire aussi qu'au niveau du milieu communautaire à cette époque-là, il y avait des réflexions qui commençaient à se faire par ailleurs avec l'arrivée du micro-informatique. Si on se replace, on a commencé à avoir des états généraux sur la télématique au début des années 80. Il y a eu un colloque, Robot Rebelle, qui a été fait par l'Institut canadien d'éducation des adultes, où on a vu la perception du milieu communautaire de l'arrivée des technologies. Et cette perception-là n'était pas heureuse. C'était plutôt malheureux. C'était, ça va voler des jobs, ça va déshumaniser le travail, attention au renseignement personnel. C'était pas vraiment bien vu. Et ça, c'est en 84-85 à peu près. Et puis, il y a eu ensuite de ça un autre colloque qui a parlé, que l'ICA encore a fait, au niveau des communications, où on parlait même pas d'ordinateur. Ça n'était pas un moyen de communication à ce moment-là. C'était pas une préoccupation dans ce colloque-là. Mais les organismes ont quand même réfléchi à... Ouais, il faudrait peut-être commencer à se former, ou en tout cas s'informer, se former sur ce médium-là, parce que ça m'a bien l'air d'être parti pour rester. Alors, il faudrait bien voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Alors, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites à ce moment-là, particulièrement par les groupes de femmes, sur les besoins des groupes de femmes, mais milieu communautaire et milieu syndical également. Pour donner un exemple, à cette époque-là, fin des années 80, on a un photocopieur et c'est tout. C'est tout ce qu'on a là. 2 ans plus tard, quand on fait la même enquête auprès de cette population-là, on est rendu avec un ordinateur dans 12% des groupes. Et ça prendra pas beaucoup de temps que ça va se répandre. Alors, c'est dans ce contexte-là que la puce est venue au monde en 1984.
par 4 femmes, puis j'insiste sur le femme, parce que ça faisait partie des objectifs des fondatrices de dire il faut impliquer les femmes dans les nouvelles technologies. Femmes et machines, on sait que ça cohabite pas nécessairement toujours facilement bien ensemble. Alors, elles avaient une vision vraiment forte de ce que allait changer l'arrivée du micro-ordinateur, mais dans tous les secteurs de la vie. L'éducation, la consommation, le loisir, le travail, bien sûr. Et donc, c'était pour l'appropriation sociale des technologies, c'était pour l'implication active des femmes et c'était également pour réfléchir sur les impacts à la fois positifs et négatifs de l'arrivée des nouvelles technologies, l'impact que ça allait créer dans la société. Alors voilà pour la mission, la vision, et le quartier. Le quartier, c'est pas innocent, le quartier qui a été choisi, c'est Hochelaga-Maisonneuve. Et le portrait socio-démographique à ce moment-là, c'est 50% des citoyens sont des femmes. Au moment de la naissance de la puce, c'est 24% de femmes monoparentales, mais 4 ans plus tard, c'est 50% des femmes monoparentales. Ensuite, on a au niveau de la rémunération annuelle, c'est 50% en deçà de la moyenne de la ville de Montréal. Et en termes de scolarité, on est avec des gens qui ont en deçà de la 9e année. Fait qu'on est vraiment dans un quartier défavorisé où, effectivement, émanent de nombreux organismes communautaires pour répondre aux besoins. Fait que c'est dans ce contexte-là que la puce a démarré. Puis elle a démarré, évidemment, je vous rappelle juste que à ce moment-là, au niveau de la formation, il existait que des formations au niveau universitaire pour des programmeurs et des techniciens. Grand public, personne ne s'occupait de ça, là. On était vraiment à ce niveau-là des précurseurs de l'impact que ça allait avoir chez monsieur, madame, tout le monde. Il y a ça comme contexte d'émergence. Alors, on a commencé, et l'ordinateur, bon, Francine faisait appel, le PC, je me rappelle que le Mac coûtait 3 000 $ à l'époque. Wow. Est-ce qu'on peut s'entendre que c'est uniquement les très, très, très choyés de notre société qui pouvaient poursuivre avec l'évolution? Et c'est comme ça que sont nés les services aussi de la puce. Ils sont d'abord nés des ateliers de vulgarisation, on va dire vulgarisation scientifique. On prenait un prétexte, faire un dessin, faire des cartes de Noël, faire son petit budget, faire une recette. On prenait un prétexte pour se faire approcher la machine. Ensuite de ça, à cause du profil sociodémographique, l'intervention au niveau des femmes monoparentales est arrivée assez rapidement en disant celles qui ont mis au monde seul un enfant vont probablement s'en occuper proche pendant 3 ans. Peut-être qu'au bout de la 3e année, on voulait pas aller à l'année, c'est plus jeune que ça. À partir de la 3e année de vie de l'enfant, peut-elle penser à retourner sur le marché du travail et sortir de sa précarité. Les premiers projets d'insertion socio-professionnelle sont arrivés à ce moment-là. C'était intéressant. Puis la formation sur le micro-ordinateur, bien sûr, pour les travailleurs des groupes communautaires. Fait que c'est les 3 grands champs d'activité que la puce a mis sur pied à sa naissance, qui a évolué avec le temps, mais qui est toujours resté sur la même ligne, sur le même chemin, avec la même mission, bien sûr. Wow. Je pourrais peut-être ajouter une petite chose. Si l'approche de la puce. On était dans les années Paulo Freire. Donc, la pédagogie des opprimés a influencé grandement tout le travail qui a été fait. Évidemment, on parle d'éducation populaire. La relation avec la population et avec les personnes n'était pas la même, là. C'est un beau projet. Oui, effectivement. C'est un très beau projet. Donc, c'est intéressant de voir que dans le milieu communautaire, la puce a été un précurseur, un défricheur dans tout ce bouleversement qui arrivait à l'époque. Et justement, Francine, dans les années 90, si on avance un peu dans le temps, il y a l'arrivée de Windows, l'autoroute de l'information. En quoi c'est un moment charnière? Là,
on est toujours, hein, depuis le début de l'informatique, c'est toujours un mode accéléré. Hein, ça change à une vitesse folle. Et donc, il y a Al Gore, un vice-président américain, qui, au début des années 90, son père avait construit les autoroutes aux États-Unis, alors lui, il lance l'idée de l'autoroute de l'information. Alors, ça a vraiment essaimé à travers la planète. Ici, au Québec, on a créé le secrétariat de l'autoroute de l'information. On a créé le fonds de l'autoroute de l'information. Donc, et l'autoroute de l'information, qu'est-ce que c'est? C'est qu'à la fin des années, dans les années 70-80, il y avait un réseau qui avait été conçu aux États-Unis qui était essentiellement militaire, qui s'appelait ARPANET. Et à la fin des années 80, le réseau ARPANET est rendu au civil, finalement. Et c'est le milieu de l'éducation qui s'investit dans ce réseau-là. Ce qui va donner Internet aujourd'hui. Donc, mais à l'époque, c'était uniquement réservé au monde de l'éducation, aux grandes institutions. À Montréal, il n'y avait qu'un seul fournisseur d'accès, qui était un organisme sans but lucratif. C'était Communication Accessible Montréal, qui est un OBNL qui avait été fondé avec une mission éducative pour pouvoir accéder au réseau Internet. Les grands de ce monde, Bell, TELUS, Rogers, Vidéotron, n'étaient pas du tout dans le décor de cet univers-là, même que ça les intéressait pas particulièrement. Et au Québec, le secrétariat de l'autoroute de l'information, essentiellement, cherchait à les intéresser à ce qu'ils s'investissent dans toute la question d'offrir l'accès à la population. À l'époque, l'accès, c'était une foule de petits fournisseurs qui donnaient de l'accès. Donc, l'ouverture du réseau a permis vraiment encore là d'une démocratisation de ce réseau-là. Mais aussi, on a vu la création d'un programme fédéral qui s'appelait le programme d'accès communautaire, qui visait à la création de petits centres d'accès à Internet, mais dans les milieux ruraux et semi-ruraux. Il n'y avait rien pour les milieux urbains. Donc, à ce moment-là, c'est ça. On a levé la main. On a levé le doigt. Moi, je travaillais au regroupement des groupes populaires en alphabétisation et je m'étais mis à m'intéresser à Internet et j'allais voir Louise, mon amie Louise, on a soupé ensemble et on s'est mis à rêver d'un projet qui s'est appelé Communautique. Donc, qui était, puis je travaillais aussi à l'Institut canadien d'éducation des adultes aussi, dans cette période-là. Et le Conseil de la radio-télédiffusion du Canada, le CRTC, avait lancé, parce que c'était vraiment le buzzword, là, c'était l'autoroute de l'information, et il avait lancé une consultation pour savoir qu'est-ce que ça pourrait être pour la population. Alors, avec l'ICA, on avait fait un mémoire justement pour dire que fallait que l'autoroute de l'information, ça soit aussi pour les petites autos, pour les citoyens ordinaires, pour pas qu'il y ait une fracture numérique entre les infos riches et les infos pauvres, que les gens les plus défavorisés se retrouvent dans le fossé numérique. Donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer Communautique. D'abord, un projet, puis un projet qui alliait les deux, le père et la mère, le parrain ou la marraine, là, on peut le nommer comme ça, qui alliait à la fois la pratique, donc on réalisait les choses avec la population, et la réflexion sur ces pratiques-là. Donc, je dirais en amélioration continue avec un retour sur l'action. Je veux dire, c'était vraiment le meilleur des deux mondes. Je pense que c'était la force du projet, oui. Et là, justement, la puce a développé beaucoup de projets dans ces années-là. Elle fête effectivement cette année son 40e. Donc, la puce communautaire a développé de nombreux projets. Je ne sais pas si, Louise, vous pouvez nous en parler un petit peu. On est dans les années 90, 90 à 94. Pour la puce, c'est quand même un moment charnière, là. Faut voir que on a continué de faire
toutes nos activités. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas de financement à la mission de base, que tout se fait par obtention par projet. On avait eu une contribution du ministère de l'Enseignement supérieur et scientifique au départ pour un projet pilote de la puce et qui lui s'est éteint dans le temps assez rapidement. Alors, on arrive au début des années 90 on continue de réaliser des choses par projet. On a commencé à répondre à d'autres besoins au niveau des groupes communautaires. On les formait en informatique sur les bases de données. Puis, comme disait Francine tantôt sur l'approche, on voulait leur donner tous les moyens de construire leurs propres outils. Mais c'était pas leur mission de créer des outils. Alors, le temps que ça demande, puis ça se complexifie avec le temps également, là, le temps que ça demandait tout ça, on a commencé à répondre à des besoins de programmation pour les groupes communautaires. Donc, c'est parti du secteur de formation. C'était nos formateurs qui faisaient la veille. C'est la réalisation des petites bases de données, gérer les membres, gérer les inscriptions, gérer les événements et tout ça, à des plus gros projets. Fait que là, il y avait nécessité de commencer à avoir des gens qui avaient eu des formations en programmation, prendre des mandats plus grands. Fait que je dirais que les années 90, on a rajouté tranquillement, par réponse aux besoins, le mini-développement de compétences en technologie, mais pas tout à fait encore d'un secteur technologique. Fait que je dirais c'est la grande différence qui est arrivée dans la vie de la puce entre 82, dans les années 90. En 92 arrive la crise financière, où on pourrait se dire ça va pas bien du tout, parce que les formations qu'on faisait au niveau de développement des compétences des travailleurs des milieux communautaires, c'était, je vais dire, indirectement subventionné parce qu'il y avait les programmes PDE fédéral à ce moment-là où ce programme-là permettait d'embaucher des personnes et de les former sur leur poste d'emploi. Évidemment, dans ces années-là, la formation sur le poste d'emploi, on peut s'imaginer que c'était sur l'informatique. Alors, les budgets de formation en informatique venaient des PDE. Fait que tout ce qui était notre revenu, je dirais, auto-financé, provenait indirectement d'un programme qui a fermé ses portes. Donc, la programmation qu'on développait demandait beaucoup de temps. Puis il y a le gros logiciel qu'on a développé qui a mangé également de l'argent. Alors, puis toujours pas de financement de base. Alors, on a vraiment frappé une crise financière. On était aussi sous-capitalisés parce que milieu communautaire, il n'y a pas beaucoup de capitalisation et les classes devenaient désuètes. Les logiciels devenaient désuets. Alors, il y avait tout un besoin de capitalisation de l'organisation. Et on a eu cette démarche qui s'appelle un CAMO. Et encore là, on a été les premiers à avoir un CAMO en milieu communautaire, qui est un comité d'adaptation de la main-d'œuvre. C'est une démarche qui s'est faite pour qu'on ait un projet de développement. Et ce projet de développement-là était répondre aux autres besoins des organismes communautaires en informatisation. Donc, c'est à partir de là que le service technique a pris son envol, qu'on a embauché des techniciens, puis qu'on a commencé à faire installation, réparation et tout dans l'accompagnement de l'informatisation des groupes communautaires. Je dirais que la caractéristique principale, ça doit être celle-là. Parce que c'est ça ce qu'il faut voir à l'époque. Quand je parlais des années 80 tantôt, avec le chômage, le gouvernement fédéral a mis en place une foule, mais vraiment une foule de programmes pour développer l'emploi. Le programme de développement d'emploi PDE en était un. Et il a servi, ce programme-là, comme le disait Louise, de tremplin pour l'informatisation du milieu communautaire. Parce que c'est un des rares programmes. Puis encore aujourd'hui, je pense que les groupes en auraient bien besoin d'un programme qui permet ça, qui permettait l'acquisition d'un ordinateur. Donc,
le programme permettait l'acquisition d'un ordinateur, puis en même temps, il permettait la formation des travailleuses puis des travailleurs à l'informatique. Donc, ça a été vraiment le point de départ d'une démarche informatique au sein des groupes communautaires. Parce qu'avant ça, ce qu'il y avait, là, c'est une dactylo puis un photocopieur. Dans les années 90, le fax commence à se frayer un chemin et va devenir massivement là, adopté par les groupes. À preuve, la première étude de besoins que le projet Communautique a faite pour connaître quelle était la situation des groupes communautaires. On l'a fait en partenariat avec un organisme qui s'appelle le Tour d'Ivoire, qui était un quotidien communautaire qui était diffusé par télécopieur à tous les matins. On allait au fax et on pouvait avoir le quotidien communautaire, le Tour d'Ivoire. Et c'est comme ça qu'on a distribué les questionnaires pour l'enquête de besoins de communauté, pour mettre sur pied le projet Communautique. Puis il faut se rappeler qu'à l'époque, en 96, le courriel, ça ne dit rien à personne. Il y a personne qui a fait de courriel, il y a personne dans les groupes. Alors, quand on a organisé avec la puce des journées puis des groupes de discussion, c'est difficile de demander aux groupes de discuter à quoi pourrait vous servir le courriel quand personne n'avait expérimenté. Alors, ce qu'on avait fait, en avant-midi, on avait un avant-midi de familiarisation à l'utilisation du courriel, des outils de l'époque d'Internet, le transfert de fichiers, la recherche dans les grandes bases de données, Internet tel qu'on connaît aujourd'hui avec les sites, les interfaces, c'était pas tout à fait ça. L'interface graphique, c'était Netscape, qui était un autre logiciel, une autre couche. Internet était composé d'une série de couches. Et donc, c'était une autre couche, puis ça avait été développé par le CERN, le grand institut de recherche qui est en Suisse, international de recherche sur l'atome. Donc, cette interface graphique-là, c'était de la magie, là. C'était extraordinaire de voir ça. Alors, on faisait cet exercice-là de familiariser de permettre aux gens de se familiariser avec Internet. Et en après-midi, on avait un groupe de discussion sur qu'est-ce que ça représentait pour les groupes comme potentiel, mais aussi les enjeux, quels seraient les freins, puis quelles étaient les craintes aussi des groupes face aux usages. Alors déjà, on avait des enjeux qui étaient identifiés, comme de dire, il faut que ça soit au service des humains, d'abord et avant tout. Il faut que ça soit au service de notre mission. Il faut qu'on puisse aussi l'intégrer dans nos pratiques pour améliorer notre travail, mais aussi pour répondre aux besoins des gens avec qui on travaille. Donc là, on est vraiment dans tout ce qui va être... On est en parfaite continuité d'un fondement de la puce, mais aussi dans les préoccupations que le mouvement communautaire a toujours eues par rapport aux technologies. Puis je pense qu'ils sont encore là aujourd'hui. Je pense qu'on peut faire des parallèles. Tout à fait. C'est facile. Tout à fait. Et dans tout ça, donc Communautique voit le jour. Francine, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de sa création, de son développement? Ben, Communautique, c'est vraiment une idée qui est devenue un projet et la force de Communautique, ça a été vraiment l'association entre la puce et l'ICA. L'ICA pour toute la partie réflexion, analyse, travail de concertation avec l'ICA avait vraiment un rayonnement provincial. Concertait les milieux syndicaux, les milieux de l'éducation des adultes, les milieux communautaires. Donc, ça a beaucoup influencé la pensée, là, la philosophie puis l'approche de Communautique. Et la puce, ben, c'est l'ancrage en pratique. C'est l'ancrage dans des quartiers, c'est l'ancrage dans des groupes communautaires. Donc, cette combinaison, ce mariage d'expertise a donné quelque chose d'absolument unique qui mariait là, la réflexion et la pratique. L'approche en était une, donc on avait des champs d'action distincts. La puce était vraiment au niveau de la formation et de l'appropriation citoyenne des gens, des citoyens, des
les ateliers on a fait des ateliers grand public à la puce d'appropriation. Communautique s'occupait beaucoup de toute la réflexion, l'analyse, la veille sur Internet, les enjeux pour les groupes, le monde communautaire. Donc, on avait vraiment des champs d'activité distincts, mais aussi, Communautique naît dans les années 90. C'est la 4e vague de groupes communautaires. Donc, il n'y a pas de financement à la mission. On arrive dans une période où c'est difficile, où là, il y a mais il y a quand même là des moments importants. Il y a eu la marche du pain et des roses, qui est en 95, qui est un moment fondateur pour beaucoup de choses, mais en particulier la reconnaissance du milieu communautaire comme un acteur majeur du développement social. Et donc la puce, on entendait tantôt, Louise, vous parliez du service technique. Il y a aussi la coop qui est arrivée, puis d'autres projets qui ont vu jour au niveau de la puce. Est-ce que vous pouvez nous en parler également? Les projets les projets qu'on a maintenus au niveau du grand public. On les a maintenus. On a participé au projet avec Communautique, bien sûr. Donc, on avait nos points d'accès qui étaient à l'intérieur, notre groupe de jeunes qui arrivait année après année. On a multiplié les interventions dans les groupes communautaires. On allait dans les lieux de vie des personnes. Donc, des maisons, voyons, on appelle ça des maisons pour personnes aînées, là. On allait directement créer des points d'accès dans les différents milieux avec nos animateurs qui se déplaçaient pour aller voir les gens dans les milieux. Je me rappelle de projets, entre autres, avec Parole d'Exclus dans 2 quartiers complètement différents de Montréal, Hochelaga-Maisonneuve et Montréal-Nord, où est-ce qu'on a installé des ordinateurs. On a amené les gens à faire de l'animation, de la mobilisation citoyenne. Ça faisait partie de l'ADN du projet de Parole d'Exclus, de la mobilisation citoyenne, et l'ordinateur était aussi prévu comme étant un acteur complètement positif dans cette mobilisation citoyenne-là. Alors, disons que des groupes de vulgarisation qu'on avait au départ où les gens venaient à la puce, c'était nous qui se déplacions dans les milieux pour faire le travail. Au niveau des formations, bien sûr, les formations en développement des compétences ont continué. Puis comme Francine l'expliquait bien tout à l'heure, à partir du moment où c'était financé puis qu'il y avait des ordinateurs, fait qu'on a continué notre petit bonhomme de chemin. Pour ce qui est de la coop, quand la coop est venue au monde comme solution à la sous-capitalisation puis au développement, là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a vraiment fait tout le service technique, là. On a fait l'installation, la configuration, la résolution de problèmes. On a commencé à vendre aussi des ordinateurs parce que c'était pas toujours évident qu'est-ce qu'on achetait, qu'est-ce qu'on avait dans les mains. Je dirais que ces années-là ont été des années de solidification du secteur, du développement, mais surtout de le rendre plus solide. C'était aussi le secteur qui faisait la veille technologique. Fait que là, on était rendu avec une veille grandissante sur l'arrivée des nouvelles technologies et l'impact que ça allait avoir dans les milieux. Fait que je dirais que c'est ça. On a continué à avoir les projets d'insertion socio-professionnelle qui ont pris différentes tangentes. On a formé des secrétaires, on a formé des secrétaires comptables, on a formé même des hommes dans leurs projets de réinsertion à partir du moment où il y a eu des fermetures d'usines dans le quartier. Fait que on a continué notre petit bonhomme de chemin sur les mêmes tracks avec le même sens. Ça s'est poursuivi avec les années. Puis la coopérative a vraiment permis qu'on puisse exploser au niveau du service technique et de l'accompagnement dans l'informatisation des groupes. C'était large aussi. On travaillait avec un grand syndicat. Puis les projets communautiques, dans ce que Francine expliquait tout à l'heure, dans les projets communautiques, comme on faisait l'achat, l'installation d'équipements, ça nous a donné aussi une force de reconnaissance. C'est-à-dire que avec le grand syndicat, avec les projets de communautiques, on est devenu
on est passé de deux choses, je dirais, de technicien à technologue, puis de service conseil, puis on est passé de vendeur d'équipement à revendeur d'équipement, ce qui faisait qu'on avait un volume d'achat qui est intéressant. Quand tu as un volume d'achat intéressant, tu changes de braquette de prix. Quand tu changes de braquette de prix, tu peux offrir les ordinateurs à moindre coût, neufs, et tu peux gérer des garanties fiables. Fait que dans le fond, cette époque-là, on se disait, on va sortir les soucis de l'informatique et de l'informatisation. On va sortir ça des groupes communautaires, puis on va le faire. Puis on va accomplir notre mission d'accompagnement de cette façon-là, avec ce développement-là. Je sais pas si j'en oublie, c'est quand même Moi, j'avais juste, avant qu'on poursuive, vous étiez une équipe de combien de personnes pour faire tout ça? Ben, les membres fondateurs de la puce communautaire, c'était une dizaine de personnes. Mais autour des dizaines de personnes, on avait des amis, je dirais, des amis formateurs qui adhéraient à la mission. Puis surtout, je veux dire, on avait des contractuels qui étaient qui adhéraient à la mission, bien sûr, mais qui sont restés fidèles avec nous des années, parce que l'approche et le sens de ce qu'on faisait nourrissait les formateurs. Fait qu'on a eu une équipe de formateurs, je dirais, d'au moins... On allait chercher aussi des gens qui avaient des compétences et des connaissances, par exemple, dans les logiciels de comptabilité, des experts de base de données, puis tout ça. Mais c'est tous des gens qui ont adhéré à la mission, la façon de faire, l'approche et le sens. J'ai vraiment jamais eu vraiment de problème à cet égard-là. Puis chaque année, il nous arrivait une belle équipe de jeunes qui venaient travailler dans les points d'accès, puis que c'était magnifique. Mais il faut quand même reconnaître que vous avez fait tout ça avec quand même des moyens qui étaient limités. C'était pas évident. La communauté, on était 5. Voilà, c'est quand même assez admirable tout ce qui a été fait avec. Et c'est la façon de le faire aussi. Petites équipes et avec ce que j'ai toujours appelé le macramé du financement. Parce que il fallait avoir des projets toujours dans le sens de la mission, vraiment toujours dans le sens de la mission, mais on n'avait aucun financement à la mission. Donc, le financement à la mission est arrivé en 2002 seulement. Donc, on a eu de longues années, une longue traversée du désert, mais en même temps, des projets emballants avec des impacts majeurs, autant pour toutes les personnes, pour les groupes. À preuve, quand on a fait la deuxième enquête sur l'état de situation dans les groupes, le portrait en 2001, la situation avait complètement changé. Donc, c'est pas juste communautique, la puce, mais il y avait aussi une volonté des groupes forte. On a réussi à rejoindre à ce moment-là quand même au-delà de 450 groupes à travers le Québec, dans tous les réseaux de l'action communautaire, et avoir un portrait de la situation informatique dans les groupes, mais aussi des besoins et des préoccupations. Et ça nous a amené à intervenir au plan des grandes politiques gouvernementales à la fin des années 90, notamment. Il y a eu la politique de l'autoroute de l'information, donc qui a été majeure. Donc, on est intervenu avec on a réuni, parce que là, c'était toujours été notre façon de travailler, réunir les gens, former des coalitions, se coaliser. On avait des groupes communautaires, des universitaires, des syndicats qui ont tous signé une lettre ouverte pour dire il faut cesser, il faut faire une place aux communautaires, il faut faire une place aux mouvements sociaux sur cette autoroute de l'information, il faut mettre en place des moyens pour que les citoyens y aient accès, puissent être sensibilisés aux enjeux, les enjeux de vie privée, de confidentialité des données, les grands enjeux avec lesquels auxquels on est confronté encore aujourd'hui. Donc, que les citoyens, qu'il y ait des organismes qui soient là pour
toute cette éducation-là aux médias, mais aussi à la sensibilisation, la veille, puis vraiment outiller les gens pour être capables d'y faire face. Donc, je dirais que cet aspect-là du travail, on en parle rarement, mais cet aspect-là du travail est super important, la représentation politique de nos milieux. Et puis, il faut porter ça avec... faut jamais lâcher, puis c'est encore comme ça aujourd'hui, il faut jamais lâcher le morceau parce que il y a personne qui s'intéresse à ça. Les groupes communautaires, la reconnaissance des groupes communautaires, la politique de reconnaissance est arrivée au début des années 2000. Au début des années 2000, avec la reconnaissance à la mission. Puis on dirait qu'on n'en parle plus tellement depuis, mais faut toujours remettre sur la table que c'est essentiel dans notre société, cette action communautaire-là. Elle est essentielle pour amoindrir les inégalités. Faut le pousser tout le temps, que ce soit par les technologies ou autres, mais faut le pousser tout le temps. Fait qu'on l'a fait, on a continué ce travail de coalition, de représentation, de préparer des mémoires pour la politique, justement, de l'action communautaire. Et on travaillait avec en alliance avec d'autres pour taper sur des clous. Pour faire avancer les choses, s'entendre sur un certain nombre de revendications à porter, tous ensemble. Chacun a ses spécifiques, mais quelque chose qu'on porte tous ensemble. Fait qu'on l'a fait pour la politique d'action communautaire. On l'a fait aussi pour la politique d'éducation des adultes. Et là, il y a eu vraiment une avancée majeure. Alors, on est avant la grande enquête internationale sur la littératie, mais on a fait inscrire au sein de la politique d'éducation des adultes que les compétences qu'un adulte, c'est pas juste apprendre à lire, écrire, compter, c'est aussi d'être capable de l'éducation aux médias puis aux technologies. Donc, c'était une avancée drôlement importante. On est au début des années 2000. Là. On n'a pas connu tout ce qu'on a connu depuis ce temps, mais c'était de faire inscrire ça. Et donc, on avait ouvert la brèche de la littératie numérique, donc qui devient une compétence de base à maîtriser pour exercer ses rôles comme citoyen, comme parent, comme consommateur, dans le fond, dans tout ce qu'on a à faire dans la vie. Ça me donne l'image du travail qu'on avait fait avec un organisme qui s'appelle FBDM, Formation de base, où eux, ce qu'ils font avec les allophones, c'est francisation et calcul. Et on s'est arrimé avec eux, avec un grand syndicat dont les travailleurs étaient beaucoup des allophones. Fait qu'on a fait beaucoup de formations avec ce partenaire-là pour que cette compétence de base-là soit là dans les travailleurs de ce syndicat-là. Fait que ça, c'était des beaux projets qu'on a pu avoir pendant des années. Bien sûr, à chaque fois, ça veut dire aller chercher le financement pour être en mesure de le faire. Là. Mais on a intégré ça dans les formations aussi, puis dans les accompagnements qu'on faisait auprès des allophones de ce syndicat-là. C'est vraiment... Dans les années 2000, c'est ça, il y a quand même pas mal de projets qui voient le jour. Gestion financière informatisée, donc il y a certains projets. Du côté du service technique. Là, on a l'expérience d'une dizaine d'années de travail dans l'informatisation des groupes. On voit des choses, on constate des choses. C'est du cas par cas, c'est des vagues, c'est beaucoup c'est beaucoup de travaux techniques, c'est on est beaucoup de problèmes de sécurité, on est dans de la gestion de problèmes cas par cas. On fait le constat de ça, puis on se dit il y a comme quelque chose à faire pour ce qu'on voit que les grandes entreprises ont développé. Et c'est pas du tout de nature à ce que ce soit ça qui est appliqué dans les groupes communautaires, mais c'est quoi le modèle qu'on peut créer qui va faire en sorte que les groupes communautaires vont gérer leurs fonctions informatiques? Fait qu'on est parti des besoins, du constat qu'on faisait de ce qu'on vivait, pour dire il faut créer un modèle souple, flexible, puis il faut qu'on ait notre boîte à outils en gestion de la fonction informatique
pour pouvoir le faire auprès des groupes. Alors, grosso modo, ça comprend 3 familles. C'est qui décide de quoi par rapport aux technologies dans les groupes. Le CA, la direction générale, la personne qui aime ça à l'intérieur du groupe, combien on investit, pendant combien de temps, pour aller où. Alors, c'est développer toute la planification stratégique de l'informatique dans les organisations pour venir à côté la planification stratégique et la mission de l'organisme. Et pour pas que ça détourne le monde. Ça, c'est la première grande famille. La deuxième famille, c'est l'architecture. L'architecture de l'information. Et l'information, la circulation de l'information, l'organisation de l'information. Fait qu'il y avait toute l'architecture de l'information. L'architecture des technologies. On installe comment, quoi, réseau, pas réseau, ou toute cette architecture-là, et bien sûr, les technologies, on parle d'installation, configuration, sécurité, tout ça. Fait qu'on a créé notre modèle dans lequel on a développé nos outils, ce qui fait que la puce, du côté du service technologique, était beaucoup plus forte pour accompagner les organisations dans l'informatisation. Puis comme on est nous autres même un organisme, on vit les mêmes difficultés que les organismes communautaires. On savait très bien aussi qu'est-ce qui était possible de penser ou pas possible. On a eu des gens qui nous sont revenus du service technique après avoir été dans des boîtes. On connaît pas la culture de l'informatique. On connaît pas comment les gens travaillent dans les groupes communautaires qui font 14 jobs en une personne. On impose des choses qui seront pas réalisables et pas portables par les groupes. Fait que c'était vraiment notre préoccupation. Ça, c'était pour le service technologique. Et pour le service de formation, là, on a eu un projet pilote assez incroyable. On s'est dit, on est en informatique, la gestion financière dans les organismes est une fonction essentielle. Comment peut-on faire un projet de formation qui va intégrer à la fois des notions dans le cycle de gestion financière, qui vont intégrer à la fois les outils qu'un directeur ou coordonnateur d'organisme a à savoir. Il ne va pas savoir tout, mais il a à savoir certainement des choses. Donc, au niveau du système comptable ou au niveau du chiffrier électronique. Puis entre pairs aussi. On était une douzaine de directeurs ou coordonnateurs d'organismes qui parlaient de leurs expériences dans la gestion financière. Et je ne peux pas passer sous silence qu'évidemment, avec la gestion de la fonction informatique, on l'a intégré dans la gestion financière. On en a fait un tout. Puis cette formation-là était faite par deux forts gestionnaires et formateurs. Les deux étaient experts, dont une ici à côté de moi. Et puis, on avait un auditeur et on avait évidemment le service technique qui est venu parler. Fait que c'était un projet qui a été pilote pendant un temps puis qu'on a pu continuer. Et moi, aujourd'hui, j'en rencontre encore des gens qui me disent comment ça avait changé. Comment ça avait changé de façon fondamentale, la façon dont ils géraient leurs finances, dont ils faisaient la gestion financière. Fait qu'on peut imaginer qu'avec le chiffrier, on dit, si j'augmentais la masse salariale de 3%, ça donnerait quoi? Oups, là, OK, je change 1 clic, 2 clics. Comment jouer comme gestionnaire principal, comme directeur et tout ça, comment jouer avec les notions de la gestion financière en dehors de la comptabilité pour la projection de l'organisme. C'est vraiment un projet à succès majeur. Fait que ça a été à ma connaissance, là, après, je sais moins, mais les deux grandes choses qui sont arrivées dans ces années-là pour le service technique et les services de formation. Et là, donc, on avance dans le temps, et tantôt, Francine le disait, plus ça change, plus c'est pareil. Pour les années à venir, si vous tournez, vous avez un regard vers l'avenir au niveau des défis, des freins, des besoins, parce qu'on entend beaucoup que tout ce qui s'est fait était collé aux besoins du terrain. Comment est-ce que quelle perspective vous avez par rapport à tout ça?
Moi, je me suis amusée à regarder les dernières... Parce que depuis les grandes études que Communautique a fait pour tracer le portrait, il y a eu très peu de choses. J'ai été étonnée, vraiment étonnée. Mais il y a une étude qui a été faite par Sylvie Jocham. Fait que je me suis amusée à regarder, qui a été faite après la pandémie. Parce que on voit que les technologies ont impacté et il y a eu... La pandémie a amené une transformation de l'organisation des modes de travail et de l'organisation du travail. Donc, comment les technologies sont venues jouer là-dedans. Et j'ai été renversée de voir que d'hier à aujourd'hui, il y a des telles constantes. Par exemple, ce qui ressortait, c'est qu'on manque d'argent, on manque de temps. Il y a le temps est en accéléré tout le temps. On manque de formation, on a besoin d'accompagnement, on veut quelque chose qui est adapté à la réalité des organismes communautaires. Comment on peut se doter d'outils collectifs comme groupe d'achat pour les équipements, trouver des ressources à petit prix ou gratuites, comment il est nécessaire de développer l'expertise du communautaire par de la recherche, de l'analyse. Puis comment il faut résister à la vitesse, comment à l'urgence, comment aussi les groupes sont toujours centrés sur leur mission, sur les valeurs humaines que les groupes portent. C'est pour servir des humains. C'est vraiment pas pour mettre les machines à l'avant, que c'est vraiment ils veulent mieux faire leur travail. Ils veulent mettre ces technologies-là au service des gens qui fréquentent les organismes. Fait que j'ai été vraiment étonnée. Bon, ce qui a changé, le grand changement, c'est les modes de travail hybrides. C'est tout le travail en présentiel, en distanciel. Les grands enjeux demeurent aussi encore les mêmes. La confidentialité, les grandes lois sur la protection des renseignements personnels. On a vu fait que ça demeure une préoccupation de premier plan. Puis d'outiller les gens, les groupes, que ce soit un outil au service de la mission. Fait que moi, j'ai trouvé ça fascinant. Je me dis, il y a encore... C'est pas qu'il n'y a pas rien qui a été fait. Il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites. Il y a beaucoup de choses qui se sont transformées. La technologie est de plus en plus présente. On a tous... moi, j'ai plein d'objets connectés, mon cell, tout ça. Mais... au fond, il n'y a toujours pas de programme pour soutenir l'acquisition d'équipements, pour soutenir le fait que les organismes se dotent de plans de gestion stratégique des technologies, et ils en souffrent. Ils en souffrent parce que les choses changent rapidement et là, les gens sont obligés de fournir leurs équipements personnels au service professionnel. Alors, il y a ça ouvre tout un débat parce que ça devrait pas être le cas. On devrait soutenir les travailleurs, travailleuses s'ils apportent des équipements, il y a des coûts qui sont reliés à ça. Puis comment on soutient les organismes pour qu'ils puissent défrayer ces coûts-là, renouveler leurs outils. Le passage dans le nuage a eu des coûts, a eu des effets. Il y a encore là des enjeux de sécurité des données. Fait que je trouve que les sujets sont encore d'actualité, puis il y a encore beaucoup de place, je pense, pour un travail d'outillage des groupes, des organismes, d'outillage de réflexion, fournir des outils de réflexion. J'ai regardé, c'est ça, qu'au-savoir, des boîtes à outils sur ces grandes thématiques-là, mais encore, c'est ça, les besoins sont toujours là. Puis les technologies avancent rapidement. Fait que c'est sûr qu'elles vont amener leur lot de choses à questionner. L'intelligence artificielle est un exemple. La cybersécurité dans ce que Francine vient de dire dans le changement du travail. C'est toutes des choses. La technologie va continuer d'avancer, d'avancer rapidement. Il y aura toujours la même question à se poser pour les organismes communautaires. D'une part, c'est en ai-je besoin? Puis si j'en ai besoin, est-ce que
je peux y avoir accès. J'ai toujours pas plus de reconnaissance, pas plus d'argent, pas plus de temps, et j'en ai besoin. Alors, je pense qu'il y a de la place beaucoup encore aujourd'hui et pour un bon moment, là, je pense que ça s'arrêtera pas. Le train est en route, là, ça s'arrêtera pas. Fait que laisse passer là. Je dirais qu'on a travaillé sur un truc qui s'appelait, après l'enquête de 2000, qui a été une démarche très importante et très mobilisatrice dans le milieu, qui s'appelait la plateforme de l'Internet citoyen. Et on avait il y a eu vraiment des grandes journées de discussion, toutes les choses ont été remises au jeu, tout ça. Ça avait donné une plateforme, mais qui est toujours aujourd'hui très pertinente. On avait travaillé une définition, on avait réuni encore là des groupes communautaires, des universitaires, des syndicats, autour des individus. Il y a vraiment des centaines de personnes qui l'ont signé. On avait une définition de l'accès, comme une définition large de ce que c'est l'accès au numérique, d'accès aux technologies. C'est-à-dire, il y a les infrastructures, oui, mais il y a l'accès à l'éducation et qu'il y a l'accès aussi à tout le potentiel, au contenu, à la capacité de diffuser. Donc, et on avait défini comme un droit fondamental autant que le droit à l'éducation, le droit à la communication. Fait que je trouve il y a encore, c'est encore tout à fait d'actualité parce que de remettre ça se remettrait facilement au jeu aujourd'hui, notamment dans toute la question de l'exclusion numérique ou l'inclusion. Comment faire de l'inclusion numérique, comment faire de la littératie numérique. C'était vraiment, ça ramassait bien tous les enjeux autour de l'accès, mais pas juste de l'accès physique, mais de l'accès à l'éducation, l'accès à l'éducation aux médias, la sensibilisation. Fait que je pense que c'est... Fait que les défis, somme toute, sont les défis que la vitesse de l'informatique nous pousse dessus. Il faut résister à la pression, mais comme elle est là puis qu'elle a un impact social, faut se remettre au jeu sur cette question-là. Là. Ça va continuer. Et là, justement, on arrive vers la fin, le mot de la fin. Hein, si vous aviez donc un dernier mot à ajouter par rapport à cette évolution, parce que effectivement ça va pas s'arrêter, hein, on continue et il y a fort à apprendre à toutes les batailles qui ont été menées pour en arriver jusque là, parce qu'on avance. Hein. Qu'est-ce que vous diriez comme mot de la fin, Louise? Je dirais qu'il faut s'assurer de garder, de prendre notre place, de continuer de prendre notre place. Au niveau politique sur ces questions-là, c'est essentiel. Il faut continuer de prendre notre place dans la société pour agir auprès des communautés puis auprès des travailleurs des groupes communautaires. C'est essentiel à l'équilibre, un équilibre qui est quelquefois pas toujours bien équilibré, mais il faut maintenir ça. Et ça prend des organismes pour porter ça. Alors, je pense que la puce est bien positionnée pour le faire aussi. Alors, c'est son 40e, j'ai entendu dire. Je pense que... Effectivement. Merci beaucoup. Francine, le mot de la fin? Le mot de la fin, je dirais dans le même sens que Louise, c'est ça. Il y a vraiment un travail à faire au niveau, je pense, politique, des programmes qui reconnaissent l'importance d'outiller le milieu communautaire. Il faut reprendre ce bâton de pèlerin, là. Il y a aussi, je pense, l'importance de redresser le portrait de la situation dans les groupes et des préoccupations. C'est plus qu'une carte de visite. C'est un outil de négociation, à un moment donné, pour que les groupes puissent avoir les moyens de continuer à avancer là-dedans, puis que les groupes puissent aussi mettre ces technologies-là au service de la population qui rejoignent en fonction de leurs valeurs. Fait que je pense que la puce a 40 ans de travail devant elle. puis j'ai confiance.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Francine et Louise, pour pouvoir discuter de ces questions. Et c'est sûr que ça va rester un sujet de réflexion. Je pense qu'il y a une belle réflexion là qui est amorcée pour le futur. Merci aussi à vous qui nous avez écoutés ou suivis en ligne. Donc, nous réalisons cet épisode dans le studio Archétype Studio. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder dans la barre d'informations plus bas. Donc, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, mesdames. C'était vraiment très riche et très apprécié. Puis, on vous dit à un prochain épisode. Merci.